Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un coin de Montréal qui a, disons-le, longtemps eu l'étiquette de parent pauvre du développement urbain. Ah oui, l'est de l'île. Exactement. C'est un secteur immense, plein d'histoires, mais souvent perçu comme un enchaînement de friches industrielles, de zones résidentielles un peu oubliées. C'est ça, un peu laissé pour compte. Mais voilà, cette image est peut-être sur le point d'être complètement dynamitée. Il y a un projet sur la table qui est absolument colossal. C'est le mot juste. Pour explorer ça, on s'est penché sur des analyses et des plans assez denses qui viennent de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Et ça nous donne un accès, je dirais, privilégié à un projet qui a un nom assez poétique. Rive et dérive. J'aime beaucoup le nom. Moi aussi. Et ce n'est pas juste une question de construire des condos. L'ambition, c'est carrément de réinventer la relation de tout un secteur avec son fleuve. Le nom est vraiment bien choisi, t'as raison, parce qu'il capture une double ambition. Rive, bon, ça c'est l'évidence. On veut reconquérir les berges du Saint-Laurent, qui sont inaccessibles depuis si longtemps. Exactement. Pendant un siècle, l'industrie lourde a comme privatisé le bord de l'eau, l'a rendu inaccessible, parfois même pollué. L'idée, c'est de redonner cet accès aux citoyens. D'accord. Mais la partie dérive, elle, est tout aussi intéressante. Ça évoque l'héritage industriel. Au lieu de, tout raser et de faire table rase. On assume le passé. On assume ce passé, on travaille avec ses traces, ses dérives, pour en faire quelque chose de nouveau. C'est une tentative de réconciliation, pas juste avec le fleuve, mais avec l'histoire même du quartier. Sorticons ça, parce que c'est là qu'on saisit vraiment l'ampleur. Le budget global qui est avancé, c'est 1,2 milliard de dollars sur 10 ans. C'est un investissement public majeur, mais ce qui est fascinant, c'est l'effet de levier qu'on espère. L'effet de levier, oui. Les documents insistent beaucoup sur un ratio qui est au cœur de la stratégie financière. Chaque dollar public investi dans les infrastructures vertes, donc les parcs, les pistes cyclables. Voilà, l'accès à l'eau, ce dollar-là devrait générer 4,50 $ d'investissement privé. Attendez une minute. Ça veut dire que pour chaque dollar que la ville met pour planter un arbre, on s'attend à ce qu'un promoteur privé en investisse plus de 4 pour bâtir à côté. C'est exactement ça le pari. C'est un pari énorme sur l'attrait du vert comme moteur économique. Ça repose entièrement sur la confiance du marché. Tout à fait. Ce n'est pas vu comme une dépense, mais comme un catalyseur. L'idée, c'est que la qualité de vie, l'environnement, ce ne sont plus des extras, c'est la condition pour attirer des capitaux. D'accord, c'est la base. En théorie, du moins. Sur le plan de l'emploi, la construction, ça mobiliserait 3500 travailleurs, mais la vraie cible, c'est le long terme. Et ça serait quoi Un pôle technologie verte qui créerait plus de 1200 emplois permanents et des emplois qualifiés. L'idée est de remplacer les usines d'hier par l'économie propre de demain. Et on ne parle pas juste de créer un quartier où les gens habitent et travaillent, j'ai l'impression qu'il y a une dimension destination très forte. Ah oui. On veut créer un nouveau pôle d'attraction pour toute la ville, peut-être même les touristes. J'ai lu dans les sources des comparaisons avec la High Line à New York. C'est audacieux comme référence. L'audace, on la voit dans les chiffres de fréquentation qui sont prévus. Les études tablent sur 2,5 millions de visiteurs par an sur la nouvelle promenade d'ici 2030. 2,5 millions? Oui. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que plusieurs grands musées nationaux. L'idée est de créer un lieu emblématique où on viendrait passer son dimanche, même si on habite à l'autre bout de la ville. 2,5 millions de visiteurs? Ça me semble presque irréel pour un parc dans un quartier qui, pour l'instant, existe à peine. C'est très ambitieux. Très. Mais au-delà de la promenade, la connectivité, ça semble être la clé. On parle de combler un chaînon manquant de la route verte. Oui, et ça, c'est un point capital. Actuellement, traverser l'Est à vélo, c'est un peu un parcours du combattant. C'est le moins qu'on puisse dire. Le projet, il vise à créer un lien cyclable continu, sécuritaire, d'Est en Ouest. Ça transformerait le secteur, non pas en destination finale, en cul-de-sac, mais en un maillon essentiel de la mobilité active pour toute l'île. Ok, le projet a l'air magnifique sur papier, le potentiel est énorme. Mais j'arrête pas de penser à une chose. Comment on y va à RC ? C'est la question qui tue. On connaît tous les bouchons sur Notre-Dame, sur Sherbrooke-Est. Si on ajoute des milliers de résidents, des millions de visiteurs, est-ce qu'on ne crée pas un monstre logistique ? C'est la question à 1 milliard, et les concepteurs le savent, c'est sûr. Leur réponse, c'est une stratégie de transport qu'ils qualifient d'agressivement multimodale. Agressivement. J'aime le mot. Oui, la promesse chiffrée, c'est de réduire le temps de trajet vers le centre-ville de 25 minutes. Et pour y arriver, on ne mise pas sur une seule solution miracle. Non, on superpose les solutions. Exactement. On superpose 4 modes de transport qui doivent fonctionner ensemble. C'est un véritable écosystème de mobilité.
Alors, allons-y pilier par pilier. C'est quoi le premier, le plus important? Le premier, c'est la future colonne vertébrale du secteur, le tramway de l'Est, ou le PSE, projet structurant de l'Est. Après l'échec du REM de l'Est, c'est ça la nouvelle option? Voilà, tout a été repensé autour d'un tramway ou d'un SRB, un bus rapide très performant. Une station majeure est prévue en plein cœur de Rive-et-des-Rives sur Notre-Dame. C'est non négociable. Et on parle de quelle fréquence? C'est colossal. Mais on connaît l'histoire des grands projets de transport à Montréal. Ça prend des années, des fois ça déraille. C'est un cauchemar politique souvent. Oui. Est-ce que les sources parlent d'un plan B si le tramway prend 10 ans de plus que prévu? Est-ce que tout risque de s'effondrer si cette colonne vertébrale est fragile? C'est le risque principal, absolument. Et c'est pour ça que les autres piliers sont si importants. Ils ne sont pas juste des compléments, ils sont aussi une forme d'assurance. D'accord. Alors le deuxième pilier. Le deuxième, c'est le métro. Le quartier n'est pas directement sur une station existante, mais la connexion à la ligne verte, aux stations Radisson et Honoré-Beaugrand, est jugée vitale. Comment on fait cette connexion? Le plan prévoit des corridors avec des voies réservées en permanence pour des bus électriques qui feraient la navette en moins de 10 minutes. Ah, donc pas des bus pris dans le trafic. Non, il y a même une enveloppe de 45 millions dédiée juste à ça, pour s'assurer que ça roule. Un bus, même électrique en voie réservée, je me demande si ça peut vraiment remplacer la capacité d'une station de métro. Mais bon, c'est mieux que rien. Le troisième pilier. Le troisième, c'est ce que les documents appellent le joyau inexploité, le train de banlieue. Ah, la ligne Mascouche. Exactement. La ligne Exo 5 passe juste à côté, mais elle est très peu utilisée par les résidents du coin. Pourquoi? Parce que les gares actuelles sont des gares parking, inaccessibles à pied, cachées derrière des centres commerciaux. C'est tellement vrai. J'ai des amis qui habitent tout près de cette ligne. Ils oublient même qu'elle existe. C'est ça. L'idée, c'est de transformer radicalement une de ces gares pour en faire une vraie gare de quartier, un lieu accessible à pied, à vélo, intégré dans la ville. Et ça donnerait un accès rapide au centre-ville. Ça permettrait de rejoindre la gare centrale en environ 40 minutes en contournant toute la congestion. Ça devient une option très crédible. Et le dernier pilier, j'imagine que ça touche au fleuve lui-même. Oui, le quatrième pilier, c'est l'innovation, la mobilité active et fluviale. On prévoit de construire un quai pour des navettes fluviales. Ah, ça c'est le fun. L'été, on pourrait relier le quartier au Vieux-Port en 35 minutes. C'est plus récréatif que structurel, mais ça renforce l'identité du lieu. C'est bon pour l'image. Et surtout, on intègre une autoroute vélo, un tronçon du REV, entretenu à l'année, avec stationnement sécurisé obligatoire dans tous les nouveaux immeubles. La navette fluviale, c'est super pour une balade le week-end, mais on s'entend que c'est pas ça qui va régler les déplacements en janvier. Non, on est d'accord. Mais l'ensemble est impressionnant. Si tout ça se concrétise, on parle de créer le premier vrai quartier TOD, un Transit Oriented Development de l'Est. On essaye de prouver que c'est possible de vivre sans voiture, même loin du plateau. Le pari est exactement celui-là. C'est un pari sur un changement de culture. Mais un projet de cette ampleur, ça ne se mesure pas juste en kilomètres de pistes cyclables. Non, ça nous amène à ce qui est sans doute le plus grand défi de tous, le défi social. Oui, le mot qui fait peur à tout le monde dès qu'on parle de revitalisation, la gentrification. Exactement. Comment on s'assure qu'en créant ce quartier de rêve, on ne fait pas exploser les prix au point de chasser les résidents actuels, les familles qui vivent depuis des générations? C'est la question de l'acceptabilité sociale. Un projet peut être un chef-d'œuvre architectural, mais s'il déplace la population, c'est un échec social. Pour éviter ça, les balises semblent très strictes. La principale mesure, c'est ce qu'on appelle la règle du 20-20-20. C'est-à-dire? Pour tout nouveau projet, obligation de consacrer 20% des logements à du logement social, 20% à du logement dit abordable et 20% à du logement familial. Donc avec 3 chambres et plus. Oui. En chiffres concrets, sur les 4000 unités prévues, le plan garantit que 800 seront des logements sociaux pérennes, gérés par des coops ou des OBNL. Pérenne, donc sortie du marché spéculatif pour de bon. Pour toujours. 20% de logements abordables. J'étique toujours sur ce mot. Abordable pour qui? C'est un excellent point. Parce que l'abordable à Montréal en ce moment, c'est assez élastique comme concept. Et ça reste souvent hors de portée pour beaucoup de gens. Les documents précisent ce critère? Non, ils ne vont pas dans ce niveau de détail, qui relève souvent des politiques municipales plus larges. C'est là que le diable se cache. C'est un peu le flou. C'est ça. Cependant, la combinaison des logements sociaux et familiaux est conçue pour garantir une réelle mixité. Mais il y a un autre élément, peut-être plus subtil, pour contrer la privatisation du quartier. Ah oui, lequel? C'est la part de l'espace public. 35% de la superficie totale du projet sera consacrée à des parcs, des places publiques et des accès directs au fleuve.
35%, c'est énorme. Ce n'est pas un détail, c'est une décision politique forte. Ça garantit que le principal atout du site, les berges, reste un bien commun, Accessible à tous. accessible à tous. Ça évite le scénario où les plus beaux points de vue deviennent le jardin privé des condos les plus chers. Donc, si on met tout ça ensemble, rives et dérives, c'est bien plus qu'un chantier. Les sources le présentent comme un véritable laboratoire urbain. C'est le terme, oui. On teste un nouveau modèle, densifié, oui, mais le faire de façon durable, remplacer le béton par la biodiversité et essayer d'intégrer une conscience sociale pour ne pas répéter les erreurs du passé. La conclusion qui se dégage des analyses est nuancée. D'un côté, il y a un enthousiasme immense. Ce projet marque un changement de mentalité pour l'Est. On ne subit plus le fleuve, on l'habite. C'est ça. On passe d'une posture où l'on était séparé du fleuve par des autoroutes à une volonté de l'habiter pleinement. L'Est ne veut plus juste regarder passer les bateaux, il veut vivre au bord de l'eau. Mais de l'autre côté, De l'autre côté, les défis logistiques, politiques, financiers sont colossaux. Rien n'est encore gagné. et pour terminer, je pense qu'on peut laisser une question en suspens, une pensée qui découle de tout ça. Le succès de Rives et Dérives repose entièrement sur ce pari que des infrastructures neuves suffiront à changer les habitudes. C'est un pari sur le comportement humain. Exactement. Mais la vraie question, c'est: peut-on vraiment construire un changement de culture si au final, les infrastructures sont là, mais que les mentalités, ancrées dans 50 ans de culture du tout à l'auto, ne suivent pas? Que se passera-t-il vraiment dans l'Est de Montréal? Le plus beau quartier du monde peut-il fonctionner si on continue de vouloir y aller en voiture?